certains faits divers sont si choquants qu'ils peuvent ébranler notre foi en l'humanité. Heureusement, la plupart des personnes autour de nous ne représentent aucun danger. Aujourd'hui, nous allons aborder un séas particulièrement marquant sur la chaîne. De nombreuses jeunes femmes sous-estiment souvent les différences culturelles entre les peuples. Bien sûr, chaque pays compte des individus qui ont du mal à s'intégrer dans la société locale. Les migrants sont souvent particulièrement concernés par ce problème. Peut-être que cela est dû à une exagération de la peur ordinaire que ressentent les gens. Ou peut-être reflète-t-il un véritable danger lié au mélange des cultures. Quoi qu'il en soit, les protagonistes de l'histoire d'aujourd'hui ont clairement franchi les limites liées aux différences culturelles, ce qui a conduit à la mort de 2 personnes. Cet incident s'est produit en Suède et a attiré l'attention sur des problèmes anciens. L'héroïne de cette histoire, Saga Elniborg, avait 20 ans et était enceinte de 7 mois. À cette époque, elle était en couple avec Mahamadine Ibrahim, le père de son futur bébé. Ils étaient ensemble depuis environ 2 ans. La jeune fille l'appelait Amin. Ils attendaient leur enfant, un garçon, avec impatience. Selon tous les pronostics médicaux, tout allait bien pour le bébé. Dans quelques semaines, Saga devait donc devenir mère, un événement qu'elle attendait avec beaucoup d'impatience. La future maman se préparait soigneusement. Elle aménageait la chambre du bébé, achetait des articles essentiels, faisait des exercices spécifiques et rassemblait tous les accessoires nécessaires. Sa grossesse était une joie véritable pour elle. Pendant toute cette période, elle tenait un journal sur les réseaux sociaux, partageant des photos montrant l'évolution de son ventre et des achats pour le futur bébé. Elle adorait particulièrement publier des photos des petits vêtements. Sa mère, Melissa, venait régulièrement lui rendre visite pour l'aider. La veille de la tragédie, le 28 avril, Saga devait rencontrer son bien-aimé afin qu'ils passent du temps ensemble. 6 derniers temps, de nombreux points de discorde apparaissaient dans leur relation, ceux qui rendaient les visites d'Amin plus rares. Ce jour-là, Saga a informé sa mère qu'il allait venir. C'est pourquoi la femme n'a pas voulu les déranger. Saga était une jeune fille attrayante, brillante, gentille et bien élevée. À l'école, elle avait beaucoup d'amis, s'intégrait facilement et faisait de nouvelles connaissances. L'héroïne de l'histoire rêvait de fonder une famille et d'avoir des enfants. Grâce à son charme, elle avait de nombreux admirateurs. C'est pourquoi sa mère, Melissa, a été surprise quand elle a vu Amin sur le seuil de sa maison. Les proches avaient une attitude prudente envers les relations avec un garçon d'une autre culture. Ils comprenaient que des problèmes pourraient surgir lors des rencontres avec sa famille et avec lui-même, surtout après que la fille a commencé à raconter en détail les difficultés rencontrées dans leur relation. Malgré cela, l'héroïne de l'histoire restait pleine d'enthousiasme et d'optimisme. Elle aimait profondément le garçon et voulait préserver leur relation. Néanmoins, elle était troublée par le fait qu'il la cachait constamment à ses parents, ce qui provoquait souvent des conflits entre eux. Le 29 avril 2023, vers 1h de l'après-midi, Melissa Elniborg est arrivée chez sa fille Saga dans un complexe résidentiel de la ville d'Örebro, situé à plusieurs centaines de kilomètres de Stockholm. Elle comptait aider sa fille et récupérer plusieurs affaires qui s'étaient accumulées en prévision de la naissance de son petit-fils. Lorsque Melissa est arrivée à l'appartement,
elle était au téléphone avec sa deuxième fille. Elle a sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Elle a réessayé plusieurs fois, mais toujours sans succès. Cela l'a surprise. Mélissa a frappé, puis a utilisé l'interphone. Elle a appelé Saga sur son téléphone et lui a envoyé des messages. À son grand étonnement, il n'y avait toujours aucune réponse. La femme a supposé que sa fille avait simplement oublié sa visite et était sortie pour une course ou autre chose. Néanmoins, Mélissa avait un moyen d'entrer dans l'appartement même sans l'accord de sa fille. Elle ne voulait pas déranger les jeunes gens. Elle possédait une clé de secours. Mais quand elle s'est approchée de la porte pour l'utiliser, elle a constaté que la serrure n'était pas verrouillée. Cela semblait très suspect. Saga était très prudente. Elle fermait toujours la porte à clé, même si elle sortait juste 1 minute pour chercher le courrier ou descendre à la buanderie. La jeune fille ne pouvait pas simplement partir en laissant la porte ouverte. Quand Mélissa est entrée dans l'appartement, elle a entendu l'eau couler dans la cuisine. Elle y a couru pour fermer le robinet. Puis, elle a appelé sa fille, mais il n'y a eu aucune réponse. Dans la pièce voisine, plongée dans l'obscurité, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Quand Mélissa a allumé la lumière, elle a crié d'horreur. Elle a vu sa fille étendue par terre, sans signe de vie. Sa peau était pâle, ses cheveux recouvraient son visage. Sur son cou pendait le cordon d'une lampe sur pied. Mais le plus terrifiant était une lourde table renversée sur sa gorge. Mélissa a couru vers sa fille, horrifiée. Elle a immédiatement déplacé la table et enlevé le cordon du cou de la victime. Ensuite, elle a appelé les services d'urgence tout en essayant de prodiguer les premiers soins à Saga. La première chose qu'elle a remarquée, c'est que le corps était déjà rigide et très froid au toucher. Apparemment, Saga était morte depuis assez longtemps. Malgré cela, la mère a tenté de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Les paramédics sont arrivés rapidement, mais comme prévu, ils ont constaté le décès de la jeune femme et de l'enfant à naître. Les policiers arrivés sur place ont examiné l'appartement et le corps. La jeune fille avait subi des traumatismes à la tête et au visage. Elle était couverte de sang coagulé, mêlé à ses cheveux collés. Dans la maison, il n'y avait pas de signes évidents de lutte, mais certains meubles étaient éparpillés. Les boîtes à bijoux étaient renversées et leur contenu était dispersé sur le sol. Il n'y avait pas de traces d'effraction, ce qui a fait envisager aux détectives l'hypothèse d'un suicide volontaire. Cependant, cette hypothèse a été rapidement écartée en raison de la nature des blessures et de la position du corps. Cependant, grâce aux informations fournies par Mélissa et à l'examen des données du téléphone portable de Saga, il a été établi qu'elle n'aurait pas pu se suicider. La jeune fille ne souffrait d'aucun trouble mental ni problème. Au contraire, elle était pleine de vie et heureuse, particulièrement depuis sa grossesse. Saga attendait avec impatience la naissance de son enfant et n'aurait jamais pu se tuer elle-même et le bébé. Les criminologues ont recueilli plusieurs séries d'empreintes digitales sur la scène du crime, ainsi que du sang et des matériaux ADN sous les ongles de la victime et sur les meubles pour analyse ultérieure. Le médecin légiste a établi que Saga était morte par strangulation. L'heure présumée du décès se situait entre 1h et 3h du matin. Sur la table du médecin légiste
se trouvait non seulement la mère de 20 ans, mais aussi un garçon pesant 1,7 kg. Suite aux examens et analyses effectuées, il a été établi que le bébé était en parfaite santé. Ces conclusions n'ont fait que renforcer la colère de Melissa, qui exigeait justice pour le criminel. L'événement a été un véritable choc pour la mère de la jeune fille, toute sa famille et ses amis. Personne ne soupçonnait qu'un malfaiteur capable d'un acte aussi cruel puisse se trouver si près d'eux. Elle était trop éloignée du milieu criminel pour finir son parcours de vie aussi tragiquement. Les détectives ont immédiatement commencé l'enquête en communiquant avec les proches de la défunte. Naturellement, la première personne interrogée fut la mère de Saga, Melissa. La femme a raconté que le 28 avril, sa fille devait rencontrer plusieurs amis dans un restaurant local et passer du temps ensemble. Elle-même s'était jointe à cette compagnie. Melissa a remarqué que sa fille était constamment nerveuse et vérifiait souvent son téléphone portable. Elle semblait agitée et a confié qu'elle ne voulait pas manquer les messages de son petit ami. Saga a partagé que le jeune homme allait enfin parler d'elle à ses parents. Mais il craignait qu'ils ne perçoivent mal le fait qu'elle était enceinte de 7 mois. De plus, le couple n'était pas officiellement marié. Selon l'héroïne de l'histoire, Amin était très inquiet à ce sujet et était au bord de la crise de nerfs, car il savait que ses parents n'approuveraient probablement pas cette relation. Ils étaient somaliens, musulmans, et adhéraient à des vues strictement conservatrices. Saga, quant à elle, était citoyenne suédoise, mi-thaïlandaise, mi-européenne, avec des vues modernes. Et bien que le garçon lui-même ait grandi en Europe et soit plus moderne que sa famille, il respectait néanmoins les traditions. Un autre grand problème résidait dans le fait que les membres de la famille d'Amin étaient musulmans, tandis que les proches de Saga étaient chrétiens. En raison des différences de points de vue et de traditions, des conflits survenaient souvent entre eux, rendant leur relation assez tendue. Après la visite au restaurant, Saga a fait ses adieux à sa mère et ses amis, qui lui ont souhaité bonne chance sans se douter qu'elle la voyait vivante pour la dernière fois. Il s'est avéré qu'après son retour à la maison, la jeune fille avait été tuée. La police pensait qu'Amin avait pu parler de sa relation à sa famille, ce qui avait provoqué leur réaction agressive, conduisant à la tragédie. Pour cette raison, au début de l'enquête, l'implication probable des proches du jeune homme dans le meurtre était examinée. Le comportement de la mère du garçon, qui était sortie de chez elle tard le soir, éveillait les soupçons. Mais par la suite, il a été confirmé qu'elle était simplement allée au magasin et était revenue environ 15 minutes plus tard. Aucune preuve de l'implication des proches d'Amin dans le crime n'a pu être trouvée. La femme éveillait également les soupçons par son attitude agressive envers son fils. Un jour, elle a appris que la voiture qu'utilisait Amin était garée devant la maison de Saga. Cette information a conduit les enquêteurs à examiner de plus près les mouvements d'Amin et de sa famille dans les heures suivant la tragédie. Malgré ces suspicions initiales, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour impliquer directement les proches d'Amin dans le meurtre de Saga. Les enquêteurs ont donc dû élargir leur champ d'investigation pour comprendre ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Selon elle, ses parents finiraient par savoir s'ils se séparaient, car la jeune mère avait l'intention de demander un soutien financier de sa part. À la fin de tous ces échanges, les jeunes gens sont arrivés à la conclusion
que le petit ami parlerait enfin de Saga et du bébé à sa famille. Le garçon a répondu qu'il était tellement nerveux que son cœur allait sortir de sa poitrine. Et ce fut sa dernière réponse à sa bien-aimée. Peu de temps après, elle a été tuée. Selon les détectives, l'insistance de Saga et le risque de révélation de leur relation pouvaient donner à Amin un motif sérieux pour l'attaque. En fait, il était le seul suspect dans cette affaire. Le jeune homme de 22 ans a été emmené pour interrogatoire et insistait qu'il n'était pas impliqué dans ce qui s'était passé. Selon lui, le soir du meurtre, il était allé voir sa famille pour avouer sa relation avec Saga. Néanmoins, selon les données de géolocalisation, c'était un mensonge. En réalité, il s'était dirigé vers l'appartement de sa petite amie. Curieusement, initialement, on n'a pas dit à Amin ce qui était arrivé à Saga. Il semblait se comporter étrangement pendant l'interrogatoire, restant trop calme, plaisantant même avec les détectives. Quand on lui a donné l'adresse de l'appartement où le corps de la jeune fille a été trouvé, son visage n'a même pas changé. On avait l'impression que le criminel faisait semblant de ne pas connaître l'adresse mentionnée. Quand on lui a dit qu'il était le principal suspect du meurtre, Amin est passé à la défensive. Le petit ami de la défunte affirmait qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé et qu'il disposait d'un alibi. Le garçon affirmait qu'il était au volant avec un ami au moment du meurtre de Saga. Néanmoins, l'ami mentionné parlait au téléphone avec une autre personne et a refusé de témoigner en faveur d'Amin. Malgré l'échec de l'alibi, le suspect insistait qu'il avait vu la jeune fille pour la dernière fois seulement le soir du 27 avril. Cependant, cela commençait déjà à contredire ses affirmations précédentes, car il prétendait ne pas connaître l'adresse de cet appartement. Le jeune homme suspect a commencé à raconter qu'il était venu ici et avait parlé avec sa petite amie, notamment de la nécessité d'avouer à ses parents. À son tour, Saga insistait qu'Amin devait emménager avec elle pour que les jeunes gens puissent construire une vraie famille. Au cours de l'enquête, les détectives ont confirmé que le petit ami n'avait jamais passé une nuit entière avec elle dans le nouvel appartement. Craignant d'être découvert par sa famille, le jeune homme promettait à plusieurs reprises d'organiser le déménagement. Mais quand il s'agissait de confirmer ses promesses, il refusait chaque fois sous différents prétextes. En raison du comportement suspect du jeune homme, il a été décidé de l'arrêter et de le placer en détention jusqu'à l'éclaircissement des circonstances. Amin est resté en détention pendant plusieurs mois. Enfin, l'accusation a pu fournir une preuve convaincante de sa culpabilité. Selon le procureur, les éléments étaient plus que suffisants pour gagner aux audiences. Pendant l'enquête, des chiens spécialement dressés ont même été utilisés, ce qui a permis de confirmer l'appartenance de plusieurs indices et traces à la fois. L'avocat insistait que l'utilisation d'un chien comme argument principal n'était pas possible, car ce n'était pas une source d'information suffisamment fiable. Néanmoins, ce n'étaient pas les seules preuves. On a attendu longtemps les comparaisons des analyses et des matériaux ADN qui ont éliminé tous les doutes. Mohamedine était le meurtrier. Les détectives ont prouvé de manière convaincante que c'était lui qui avait étranglé sa petite amie en enroulant autour de son cou le cordon de la lampe alors qu'elle dormait sur le canapé. Cependant, selon la police, cela n'était pas suffisant pour le malfaiteur. Il a traîné Saga sur le sol
et a poussé vers elle une table de 30 kg. Apparemment, il essayait de la faire tomber sur son ventre pour interrompre ainsi la grossesse. Néanmoins, Saga résistait désespérément, protégeant ainsi le bébé, subissant une blessure à la hanche. Cette tragédie a profondément marqué toute la communauté locale et a soulevé des questions importantes sur les différences culturelles et les pressions familiales. Mélisa, la mère de Saga, continue de chercher justice pour sa fille et son petit-fils, espérant que cette histoire servira d'avertissement pour d'autres familles confrontées à des conflits similaires. Alors, le malfaiteur a décidé de finir d'étrangler la victime avec ce même plateau et l'a posé sur la tranche sur la gorge de sa victime. Saga était épuisée, essayait de résister, suffoquait, sans pouvoir se débarrasser de l'objet lourd. Quand la jeune fille est morte, le plateau est resté sur sa gorge, la maintenant au sol. Par la suite, il a laissé une profonde marque sur le corps. Après ce forfait commis de sang-froid, Amine a mis en scène un cambriolage, éparpillant plusieurs tiroirs. La défense insistait que Saga avait été victime de cambrioleurs qui avaient volé de l'argent et plusieurs appareils électroménagers. Le parquet considérait que cette mise en scène ne faisait qu'aggraver le degré de culpabilité du criminel. En effet, plusieurs objets disparus ont été retrouvés plus tard chez Amine lors des perquisitions. Le jeune homme, quant à lui, insistait que c'étaient ses objets personnels, ainsi que ceux que son ami lui avait offerts. Un argument de poids était que des traces d'ADN du garçon avaient été trouvées sous les ongles de la victime. De plus, le médecin légiste a découvert que la jeune fille avait eu un rapport sexuel avec un partenaire peu avant sa mort. Il insistait que cela s'était produit d'un commun accord, quand Saga était encore vivante quelques jours avant sa mort. Naturellement, le parquet doutait de la véracité des paroles du criminel. L'accusation attirait également l'attention des jurés sur les mensonges qui transparaissaient à travers tous les interrogatoires du suspect. De nombreuses traces de son ADN ont été trouvées dans l'appartement de la victime, malgré le fait qu'initialement le petit ami affirmait qu'il ne connaissait même pas cette adresse et n'y avait jamais été. Les enquêteurs ont même réussi à prouver que la femme Diana, qui se plaignait d'Amine, disait vraiment la vérité. Dans l'historique des recherches du jeune homme, plusieurs entrées inquiétantes ont été trouvées. En particulier, il essayait de savoir si un coup de pied dans le ventre de la mère pouvait tuer l'enfant à naître. Aux audiences ont été présentés de nombreux échanges entre les héros de l'histoire, qui se déroulaient depuis novembre 2022. C'est précisément à cette période qu'une mésentente a commencé entre eux à cause de la grossesse. À en juger par les derniers dialogues entre les amoureux, qui se sont déroulés le 28 avril, Saga essayait de toutes les manières d'encourager Amine pour qu'il parle enfin d'elle à sa famille. Elle exerçait clairement une pression sur laquelle les défenseurs de l'accusé s'appuyaient. Cependant, cela ne justifiait en rien le forfait commis. Le parquet était convaincu qu'au lieu d'aller voir ses proches, le criminel était venu dans l'appartement de sa petite amie. Il n'avait jamais eu l'intention de parler d'elle à sa famille, craignant leur réaction. Mais la jeune fille l'avait acculé avec ses exigences. Là, il s'est débarrassé d'elle de sang-froid et cruellement à cause d'une banale peur de ses parents. La défense considérait que les échantillons d'ADN de l'accusé sous les ongles de la victime pouvaient être anciens, car le couple était en relation.
Cependant, Mélisa insistait que sa fille prenait régulièrement une douche et l'avait fait peu avant sa mort. La mère de Saga connaissait bien la propreté de l'héroïne de l'histoire, particulièrement pendant sa grossesse. Parfois, il lui semblait que Saga était même trop méticuleuse sur ces questions. Elle ne pouvait clairement pas rester sale plus d'une journée depuis sa rencontre avec le garçon. Il était évident que la future mère avait pris une douche et mis des vêtements propres. Donc, toutes les traces d'ADN qui sont restées sur son corps et ses affaires étaient fraîches et sont apparues précisément pendant l'exécution. Étonnamment, après la mort, Amin a immédiatement supprimé Saga de son Snapchat, nettoyé ses pages sur les réseaux sociaux et a également effacé les conversations des derniers jours. Pour les détectives, il est devenu évident qu'il essayait de cacher son lien avec le crime. Les données supprimées ont été facilement restaurées et sont venues s'ajouter à la collection de preuves accablantes. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes ici, le comportement du meurtrier montrait clairement que l'héroïne de l'histoire lui était indifférente. Au cours de l'enquête, il a été établi que vers 20h, Mohamed Amin était près de l'immeuble de sa bien-aimée. En même temps, il continuait à échanger des messages, restant à distance sans s'approcher ni partir, comme s'il attendait quelque chose. Les enquêteurs ont également remarqué que les appels et messages échangés entre Saga et Amin montraient une tension croissante. L'héroïne de l'histoire insistant pour qu'il parle à ses parents, tandis qu'Amin tentait de gagner du temps et évitait le sujet. Ces échanges ont permis de reconstituer la chronologie des événements et de confirmer que le jeune homme avait menti sur ses mouvements cette nuit-là. La justice a finalement conclu que les preuves contre Amin étaient accablantes. Les traces d'ADN, les messages et les témoignages ont convergé pour dessiner un tableau clair de ce qui s'était passé. Malgré les tentatives de la défense de minimiser la culpabilité de leur client, les faits étaient irréfutables. Le procès a abouti à une condamnation sévère pour Amin, reflétant la gravité de ses actes et la douleur infligée à la famille de Saga. Mélisa, la mère de Saga, continue de porter le poids de cette tragédie, mais trouve un certain réconfort dans la justice rendue. Son combat pour la mémoire de sa fille et de son petit-fils reste un rappel poignant des dangers liés aux conflits culturels et familiaux non résolus. Probablement, pendant cette période, il essayait de rassembler son courage pour l'attaque, ou voulait s'assurer que Saga s'endormirait. Puis, il y a eu un brusque silence. Comme il s'est avéré, entre minuit et 2h du matin, le téléphone portable du garçon n'était pas utilisé. Pendant ce temps, son ami Samir essayait de le contacter. Il a appelé, mais a été ignoré, car le criminel avait activé le mode avion. Le signal de l'appel a pu être localisé dans le même complexe résidentiel où l'héroïne de l'histoire avait déménagé. Cela a également permis de révéler un nouveau mensonge du principal suspect. Selon lui, pendant cette période, il était chez lui avec ses parents. Le téléphone portable d'Amin n'a recommencé à fonctionner qu'à 2h16 du matin. Cette heure coïncidait exactement avec les conclusions du médecin légiste sur l'heure de la mort de la jeune mère et du bébé. L'histoire de l'accusé a changé à plusieurs reprises. À un moment donné, il a inventé une véritable bande de cambrioleurs. Selon ses aveux, il avait caché un sac d'argent dans la maison de la jeune fille. Cependant, il n'a jamais expliqué d'où venait cette importante somme d'argent. Selon l'accusé,
les cambrioleurs ont fait irruption dans la maison de Saga pour voler le sac contenant l'argent liquide. Apparemment, Saga avait essayé de les en empêcher et était devenue victime du meurtre. Le parquet a pu réfuter ces affirmations. En particulier, aucune trace d'effraction n'a été trouvée. Il était évident que l'héroïne de l'histoire avait fait entrer son meurtrier volontairement, ou bien il avait une clé de l'appartement. Naturellement, cela correspondait aux possibilités de Mohamed Amin. Pendant 9 mois d'emprisonnement, l'accusé n'a pas avoué le crime. Il niait totalement son implication, mais pendant cette période, le parquet a réussi à rassembler une base accusatoire solide, étayée par des preuves directes et indirectes. Malgré l'absence d'aveu, le jeune homme ne niait pas qu'il avait peur de parler de Saga à ses proches. Selon lui, il aimait vraiment sa petite amie, même l'enfant, mais restait convaincu que sa famille le renierait pour ce déshonneur. Et tout cela était effectivement étayé par la différence de religion, de vision de la vie et les différences culturelles entre les jeunes gens. Plus tard, l'accusé a même avoué que les opinions de ses parents étaient tellement conservatrices qu'il n'avait en principe pas le droit de fréquenter une fille européenne selon eux. Après avoir écouté les arguments de l'accusation et de la défense, les jurés se sont retirés pour discuter du verdict le 9 juin 2024. Les jurés sont unanimement parvenus à la conclusion que Mohamed Amin Ibrahim était coupable du meurtre prémédité de la jeune fille. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Malgré cela, le jeune homme continuait d'insister qu'il aimait sa petite amie et son futur fils, et n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à ses proches. La mère de Saga, Melissa, a exprimé son soulagement devant le verdict, mais aussi sa douleur persistante face à la perte de sa fille et de son petit-fils. Elle a déclaré « Je suis soulagée que justice soit rendue, mais rien ne pourra ramener ma fille et mon petit-fils. J'espère que cette tragédie servira de leçon pour d'autres familles confrontées à des conflits similaires. » L'avocat de la défense a tenté de minimiser la culpabilité de son client, insistant sur les pressions familiales et culturelles qui avaient conduit à ce drame. Néanmoins, le juge a souligné la gravité des actes commis par Amin, soulignant que rien ne justifiait un tel acte de violence contre une femme enceinte. Les preuves accablantes, notamment les traces d'ADN, les messages échangés et les données de géolocalisation ont permis de reconstituer avec précision les événements de cette nuit tragique. La justice a ainsi pu rendre un verdict juste et équilibré, malgré les tentatives de l'accusé de se disculper. Cette affaire a suscité un large débat public sur les difficultés rencontrées par les couples biculturels et les pressions familiales qui peuvent conduire à des drames personnels. Les autorités locales ont également souligné l'importance de soutenir les jeunes femmes en situation de vulnérabilité et de promouvoir des dialogues interculturels plus ouverts pour prévenir de tels drames à l'avenir. Il affirmait que la violence n'était pas dans sa nature et que ce cas était vraiment devenu le premier épisode criminel de sa vie. Au cours de l'enquête, il a été établi que le meurtrier rencontrait souvent d'autres femmes. Cela se produisait pratiquement pendant les 2 années de relation avec l'héroïne de l'histoire. Bien qu'il niait toute liaison extra-conjugale, il a été prouvé que l'accusé avait à plusieurs reprises fait la connaissance d'autres filles, et les relations allaient souvent jusqu'à l'intimité. Cela a ajouté des touches sombres à son image, que l'avocat
essayait de toutes les manières de défendre. Le défenseur continuait d'insister qu'Amin n'était pas coupable de ce qui s'était passé et que Saga était devenue victime d'un cambrioleur occasionnel. L'avocat insistait qu'il lutterait pour la liberté de son client et prévoyait de faire appel du verdict. L'appel a été déposé immédiatement après le prononcé du jugement. Mais pour l'instant, l'issue de cette lutte est incertaine. Malgré les accusations portées pour le meurtre de Saga Elniborg, aucune accusation n'a été portée pour la mort de son enfant à naître. Cela a provoqué l'indignation de la famille de la défunte, car la mort du bébé a été simplement ignorée. Depuis le début, cette enquête a attiré une grande attention du public et des médias. La tragédie a une fois de plus mis en avant la question des migrants, en particulier des pays musulmans, qui ces dernières années arrivent de plus en plus souvent en Suède. Les gens voient qu'ils s'intègrent difficilement dans la société européenne et son système de valeurs. Ils refusent d'accepter les gens d'une autre culture, malgré le fait qu'ils sont venus, en fait, chez eux. Le meurtre brutal motivé par des différences culturelles et religieuses a secoué l'opinion publique, et les gens se sont une fois de plus adressés à l'État, exigeant que quelque chose soit fait. D'autres justifiaient le jeune homme, insistaient qu'il n'était pas coupable. En particulier, sa famille disait que le garçon n'avait jamais eu de tendance à la cruauté. Beaucoup en ont été vraiment convaincus, et il a reçu un soutien considérable. Selon les proches de Saga, Mohamed Amin n'était pas prêt à assumer les responsabilités de père, mais l'accusé continuait d'insister qu'il aimait sa petite amie et son fils, même après leur mort. Melissa, la mère de Saga, a exprimé sa frustration face à l'absence d'accusation pour la mort du bébé. C'est comme si on avait oublié notre petit-fils. Il mérite justice tout autant que sa mère. Elle a également souligné l'importance de sensibiliser davantage aux problèmes liés aux différences culturelles et religieuses dans les couples mixtes. Les autorités locales ont réagi en promettant de renforcer les programmes d'intégration pour les migrants, en mettant l'accent sur l'éducation interculturelle et le dialogue entre différentes communautés. Des initiatives visant à faciliter la compréhension mutuelle et à promouvoir le respect des différences ont été annoncées, dans l'espoir de prévenir de futurs drames similaires. Pendant ce temps, l'affaire continue de susciter des débats passionnés. Certains soutiennent fermement l'accusé, arguant qu'il a agi sous la pression de sa famille et de ses traditions. D'autres, en revanche, condamnent fermement ses actes, soulignant que rien ne peut justifier un tel niveau de violence contre une femme enceinte. En conclusion, cette tragédie tragique a non seulement brisé une famille, mais a aussi ouvert un débat important sur les défis auxquels sont confrontés les couples biculturels et les migrants dans leur tentative d'intégration. La justice a rendu son verdict, mais les questions soulevées par cette affaire continueront de résonner longtemps encore.